François Montier-Livre, atelier d'écriture, on est le cycle été 2024. L'idée, c'est d'installer une pratique quotidienne de l'écriture pendant 40 jours, 40 propositions. Peut-être que des fois, moi, là, par exemple, celle-ci, vous allez avoir 2 jours pour la faire, donc on dépassera un peu les 40 jours, mais il y aura bien les 40 propositions, et de voir qu'est-ce que ça change au territoire qu'on découvre d'installer une pratique quotidienne. Oh, ça va par là, ça va par là, ça nous plaît, ça nous plaît moins, ça, oh, on pensait pas que ça... Et moi, là, je suis comme vous, je le découvre comment ? Je le découvre par les propositions. Si ce cycle s'appelle Anthologie, c'est pour avoir, là depuis 2016 qu'on fait ces ateliers d'été, et justement là on va reprendre quelque chose qu'on a travaillé en 2016. Ben ouais, ça passe, et puis on n'ose pas y revenir, ou bien on se dit oui mais il faudrait trouver, là il y avait quelque chose, est-ce qu'on l'a épuisé là, est-ce qu'on l'a pressé comme il fallait, le bon citron. C'est un peu la méthode qu'on va suivre là, sur ces 40 jours, pour avancer en repassant par un petit peu des fondamentaux. Et comme on vient de le faire avec Claude Simon, avec Nathalie Sarraute. Alors là, justement, c'était tellement dense, ce qu'on vient de faire là, en particulier ces 3 séances avec Nathalie Sarraute, que je me suis dit que ce serait bien qu'on lâche un petit peu, là, qu'on aille un peu plus dans de la fiction un peu libre. Ben oui, c'est pas simplement se reposer, c'est justement que là on a cette ductilité, on est à fond là dans l'écriture là, on a affaibli les cloisons, et donc on peut le laisser partir parce que on est soi-même beaucoup plus exercé. C'est incroyable. On vient ce matin de passer les 1000 contributions en ligne à ce cycle qui a démarré justement il y a 17 jours seulement. Alors, je voulais vous proposer 2 textes. Enfin, un texte, un livre. Et dans ce livre, on va reprendre plus la démarche que le texte pourtant que je vais vous donner comme appui. Premier texte. Gustav Janouch, Conversation avec Kafka. Je pense que vous êtes pas mal à avoir ce livre chez vous. Il est exceptionnel, pourquoi ? Je dirais par son humilité. Ce Gustav Janouch, c'est le fils d'un collègue de bureau de Franz Kafka, ce qui fait que il connaît ce gars pour avoir lu des nouvelles, et grâce à son père simplement, il va pouvoir lui être présenté. Quelqu'un encore étudiant qui découvre quelqu'un qui a commencé sa carrière d'écrivain, mais qui n'est pas tant que ça plus vieux que lui. Et on va découvrir Kafka au quotidien, dans son travail de bureau. Il passe régulièrement, on le voir là. Et puis ensuite, des promenades en ville. Visiblement, Kafka apprécie énormément Janouch. Et je dirais c'est tellement simple ce qu'il raconte. Parler du cinéma, oui, mais là on va avoir des pages sur le rôle, sur la question du film, sur le rôle du cinéma. Ça nous renouvelle complètement dans notre rapport à l'écriture. Et comme il n'y a aucune volonté de démonstration, il n'y a aucun truc, moi qui ai connu Kafka et m'en souviens, non, c'est pas du tout ça, c'est tellement humble, c'est tellement, on voit Kafka souffrir aussi, donc il y a toutes ces pudeurs, ces retenues, mais Janouch a une espèce de scrupule à rendre au plus près possible les moindres phrases que lui adresse Kafka. Et je voulais vous proposer, dans ce livre qui est un extraordinaire document, c'est comme les lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, c'est pas la question de Kafka qui compte, c'est la question de l'écriture et de son quotidien, de cette recherche. Et peut-être justement parce que Kafka au travail d'écrire, on ne voit pas forcément. On le voit Kafka dans la vie de tous les jours. Et c'est là, cet interstice, où aujourd'hui, pour cette proposition 17, on va se glisser.
Alors au tout début du livre, bon, un petit prologue là sur Kafka, et puis il y a la première visite, c'est-à-dire que grâce à l'entremise de son père, le jeune Janusz, Kafka a accepté qu'il lui rende visite. Et donc c'est tout simplement, le bureau où travaillait Franz Kafka était une pièce de dimension moyenne, assez haute, pourtant oppressante, dont l'aspect rappelait l'élégance distinguée du bureau du patron d'un grand cabinet d'avocats. La disposition de l'ensemble était à l'avenant. Il y avait ce bureau, 2 grandes portes à 2 battants laqués de noir, l'une qui donnait, etc. Il y a le collègue de Franz Kafka, celui qui partage avec lui son bureau et qui parle d'un ton de grande autorité, avec son gilet boutonné jusque sous le menton, et puis Kafka par contre, et puis tout d'un coup il échappe des phrases là dans cette moindre rencontre qui pour nous sont des abîmes. Donc je voulais juste vous suggérer de lire, là je vous les donne bien sûr en extrait, ces 3 pages là de la toute première visite de Gustav Janusz à Franz Kafka. Pourquoi ? Tout simplement parce que, pas pour travailler sur la question de visite, c'est pas ça. C'est pour le lien d'un lieu et d'un personnage. On entre dans un lieu, ce personnage, évidemment, on est dans de la fiction, mais c'est une fiction que vous pouvez documenter. Vous aimez Virginia Woolf ? Vous vous souvenez de choses dans son journal ? Ou même, pourquoi pas, une promenade au phare ? On ne travaille pas sur le souvenir du livre, Promenade au phare. Mais on peut documenter ce qu'est une journée de la vie de Virginia Woolf. Quand on a aimé ou qu'on aime son journal, eh bien, on va avoir une fiction qui sera un moment avec Virginia Woolf. Ça paraît simple ? Oui, mais c'est pas si simple. Pourquoi ? Il y a 2 pièges. Le piège, c'est que si vous utilisez une personne célèbre, eh bien, on va très vite être dans les clichés. Il va falloir désamorcer ce cliché. Là, Franz Kafka, on le voit dans son bureau, dans sa compagnie d'assurance, bureau qu'il partage avec quelqu'un qui n'a aucune affinité avec lui. Et pourtant, devoir décrire le bureau de Franz Kafka, la table, les portes, la disposition, le couloir, les voies, la façon de serrer la main, de se comporter, eh bien tout d'un coup, on va être en lien, d'une part avec l'œuvre de Kafka, merci Gustav Janusz, mais avec une obligation pour nous de fiction. Parce que vous n'y êtes pas entré dans le bureau de Kafka. Mais j'ai un copain, il habite près de Marseille, au Bagne, je crois. Pendant assez longtemps, Christian Garcin était assez présent sur les réseaux, Facebook, etc. Et bon, il a fait demi-tour, libre à lui, mais c'est dommage parce que qu'est-ce que c'est bien Facebook, justement, que si on l'utilise comme ça sans se prendre la tête, mais dire tiens, ben, en ce moment je lis ça, ou tiens, en ce moment là je vais parler de mon bouquin, là, etc., etc. Bon, on le trouve quand même, Christian Garcin, sur Instagram, mais c'est pas du tout ce qu'il fait d'autres fois. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Là, je parlais de Christian Garcin, écrivain, et ce livre qui est une sorte de apax, de singularité chez lui, édition Finitude, je sais même pas d'où. C'était vendu 13,50 €, c'est sorti en 2015, donc c'est quand même pas si loin. J'ai une jolie mise en page. Et il fait quoi ? Christian Garcin, ça s'appelle « Entrer dans des maisons inconnues ». Mais à chaque fois, sa maison inconnue, il passe par sa bibliothèque. C'est-à-dire, on a, par exemple, William Faulkner. Vous connaissez William Faulkner. Ce jour-là, il a besoin de s'acheter une chemise. Thomas Bernhardt. Bah ouais, nous, on vient de travailler là sur Thomas Bernhardt. Quelle belle propos. Et quelle belle séance ça a été, là, cette neuf, là, sur le coup de tête. Eh bien, le rire de Thomas Bernhardt, il appelle ça, il écrit
12 février 1987. Et puis, eh bien, le narrateur est avec Thomas Bernhardt juste devant le Burgtheater de Vienne. Alors, le Burgtheater de Vienne, là, on peut facilement faire des recherches, refabriquer un lieu. Et si on est là assis dans ce café de Vienne où on vous sert des pâtisseries et tout ça, juste à l'entrée là du Burgtheater de Vienne, et que vous êtes avec Thomas Bernhardt, c'est une fiction. Ben oui, puisque vous ne l'avez pas fait. Mais cette brasserie sous le Burgtheater, elle existe. Ce qu'on peut y commander, ce qu'on peut acheter, on peut le fabriquer. Et puis attendez, on ne fait pas 150 pages. Regardez, même Garcin, de 3 pages et demie. 3 pages et demie sur... Quelqu'un prend un café avec Thomas Bernhardt, là, dans ce café traditionnel viennois, juste en bas du Burgtheater. Mais ce Burgtheater, lui, il renvoie non seulement à Thomas Bernhardt, mais à son livre « Arbres à abattre ». Il était attablé près de l'entrée, il lisait Le Monde. Il y avait aussi sur sa table le Corriere della Sera, le Times et le Frankfurter Zeitung. Il m'a salué, m'a demandé quelques minutes, juste le temps de finir l'article qu'il était en train de lire. Il portait un costume foncé, avec une cravate assortie. Il avait l'air très sérieux. Je lui ai dit. Et il m'a regardé par-dessus ses lunettes, m'a dit avec un petit sourire, « Mais je suis toujours sérieux. » Il m'arrive absolument jamais de n'être pas sérieux. Et simplement, toujours est en italique, jamais est en italique. Ça, c'est typique de l'écriture de Thomas Bernhardt. Il faisait bien entendu référence à ce fou rire devant le Burgtheater, me suis-je dit, ou bien à la requête qu'il venait de me présenter, ce qui était donc, etc., etc. Les cafés arrivèrent, Bernhardt laissa son journal, me demanda si j'avais bien dormi, je répondis que oui, lui aussi avait bien dormi, me dit-il, mais pendant très peu d'heures, les ambulances, il laissa sa dernière phrase. Est-ce qu'on est dans du minuscule ? Pierre Michon, qui lui, sur Facebook, vous dirait que les vies minuscules, c'est pas forcément les moins intéressantes. Et les vies minuscules, c'est Pierre Michon qui, à 35 ans, se souvient des personnages qu'il a croisés depuis les frères Bacrout à l'école primaire jusqu'à cet abbé là en cure de désintoxication, ou bien, je sais même pas s'il a fait un truc comme ça, et ou ces périodes où il faisait du théâtre à la fac de Clermont-Ferrand au lieu d'aller en cours. Puis c'est pas ça la question. Il fabrique des personnages qui peuvent permettre d'exprimer une situation, une période, une époque. Et bien là, qui est ce narrateur ? Nous avons ri l'autre jour devant le Burgtheater, lui et moi debout sur le trottoir, ne pouvant endiguer la succession des saccades féroces qui... C'est un fou rire devant le Burgtheater à Vienne. Ben, c'est lui et moi, sauf que lui c'est Thomas Bernhardt. Mais on peut documenter plein de choses. On peut être en rapport avec l'œuvre à travers des éléments très minuscules. Il portait un complet marron sombre avec une cravate assortie. Il lisait son journal, dit d'attendre quand les cafés arrivent. Voilà. C'est pas plus que ça. Alors, Christian Garcin, lui aussi parle du cabinet de Kafka, il parle des fantômes de Segalen. Mais Conrad, ce Polonais qui a été navigateur si longtemps et qui s'est mis à écrire en américain, eh bien, on est sur un port, on va regarder quel port, c'est page 21, 15 novembre 1874. Le soleil était presque blanc hier matin sur le port de Marseille. Il faisait un peu froid, l'air embaumait l'iode et le varech. Les cris des marins prêts à embarquer couvraient ceux de quelques mouettes qui se disputaient des restes de poissons. Là-haut, sur le pont, se dressait la silhouette rondouillarde du capitaine Sanguy, comme figé, tandis que nous montions, Józef Korzeniowski et moi, pour la première fois sur un si gros bateau. Ce n'est pas que la Pauline soit énorme, il s'agit d'un 3-mâts carré, assez imposant tout de même, mais à vrai dire, nous n'avions, lui et moi, jamais navigué. Voilà quelqu'un qui va se retrouver naviguer avec Joseph Conrad. Le port de Marseille. Je suppose que Garcin qui vit à côté, il connaît bien. Est-ce que le 15 novembre 1874, Conrad, qui est loin encore d'être écrivain, s'est embarqué sur un bateau à Marseille ? Peut-être. Je n'ai pas été vérifié, mais je n'ai même pas besoin d'aller vérifier. Est-ce que si j'écris, parce que j'ai trouvé dans la biographie de Joseph Conrad, Joseph
Korzeniowski, que le 15 novembre 1874, il s'est embauché sur un bateau qui est parti de Marseille, qui s'appelait la Pauline ou qui ne s'appelait pas la Pauline. Est-ce que je peux savoir à quoi ça ressemblait? Oh bah oui, forcément, il suffit de petits coups sur Internet et je vais voir à quoi ça ressemblait, le port de Marseille, le 15 novembre 1874. Et puis j'ai pas besoin d'en faire beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est que ce type qui s'embarque, eh bien, quelque temps plus tard, il écrira en langue étrangère et il produira pour demain, Au cœur des ténèbres, Typhon, et puis d'autres, tous ces livres que nous, on porte en nous. Alors, moi, c'est bon, Conrad, je le porte en moi. Je ne vous demande pas d'aller parler de Conrad comme ça, mais ça ne m'étonne pas que Garcin, il parle de Conrad. Qu'est-ce qu'il y a avant? Un lys pour Émilie. 8 mai 1863. Est-ce que c'est classé par ordre chronologique, tout ça? Oui, puisqu'on arrive à Perros, 8 novembre 1975. Émilie, vous connaissez? Bah, c'est Emily Dickinson. Enfin, j'imagine pas que ce soit quelqu'un d'autre. En vérité, je croyais que Richard plaisantait. Miss Emily, une grande amoureuse avait-il dit hier, elle si absente, si invisible. Pour ma part, je n'ai jamais réussi à la voir depuis 2 ans que je suis arrivé à Amherst. Sauf une fois, tout à fait par hasard, depuis le chemin, brève et fine silhouette blanche, tôt disparue, derrière les rideaux de sa chambre. Ben ouais, Emily Dickinson, elle vivait un peu recluse, beaucoup recluse. Donc, si on choisit, là, une date compatible, et un personnage qui la séjourne là, dans ce même village, mais qui ne la voit pas, eh bien, cette reconstitution, titre de la consigne, Yanouche, il témoigne d'une visite réelle. Moi, dans les carnets de Pierre Bergogneau, il y a des fois où on nous voit ensemble. Mais si je le racontais, je le raconterais très différemment de lui. Mais là, qu'est-ce qui est funambule? C'est que je vais m'approcher subrepticement d'Emily Dickinson écrivant. Je vais raisonner, je vais faire des phrases sur l'œuvre de Dickinson. Non, je laisse tout ça dans sa légèreté. Et simplement, Emily Dickinson, on voit une silhouette derrière une fenêtre qui tire un rideau. Et ce sera tout. Et là encore, 3 pages et demie. Qu'est-ce qu'il nous offre encore? Franz Kafka qui traverse là, dans les limbes avec Pessoa, Fernando Pessoa, vous savez, qui avait inventé plein d'auteurs hétéronymes. L'écureuil de Bernanos, moi Bernanos je connais pas. Au cabaret sans Hemingway. Vous savez, il y a un film de Woody Allen qui fait ça. Un type là qui dans Paris se retrouve à minuit chaque fois embarqué dans une bagnole qui l'emmène voir justement des gens comme Hemingway. Bon, Woody Allen il s'amuse, mais oui, on n'est pas si loin. 19 novembre 1924, mon papa qui va bientôt être centenaire, qui aurait pu, peut-être, non, il avait pile 2 mois. Comment ça, rien? J'ai demandé hier après-midi à Ernest Hemingway. Nous étions, lui et moi, attablés à la closerie des Lilas. Évidemment, ça ne peut pas être ailleurs. Mais la closerie des Lilas, tu peux la documenter. Donc, si tu documentes la closerie des Lilas et que tu fais là un peu moins, vous voyez, c'est juste 3 pages sur qu'est-ce que c'était de boire un coup là, le 19 novembre 1924, avec Hemingway à la closerie des Lilas. Il va te dire des choses définitives. Non, même si j'étais pas certain d'avoir très bien compris cette histoire de Cézanne, et même certaines des histoires de Miss Stein avaient jugé, Stein et Hemingway, ça avait pas très matché, mais tout d'un coup, là, c'est juste ça, on effleure, mais ça marche. Mishima au gymnase. Pendant la séance de gymnastique, hier, en fin d'après-midi, on est le 23 décembre 1938, Kimitake Hirako et moi étions assis côte à côte, c'était un pur hasard, toute la classe était entrée dans le gymnase, nous devions passer l'un après l'autre à la barre fixe, tandis que les autres élèves... Ah ouais, t'as été en classe, toi? T'as été en classe avec qui? Ah bah ouais, je peux vous le dire avec qui j'avais été en classe. En terminale à Camille Grain à Poitiers, il y avait un gars qui s'appelait Beausier qui écrivait de la poésie, on est toujours restés amis.
Voilà, pas plus. Je vous donne un petit extrait de. Alors, qu'est-ce que. Pas plus, je vous donne la 4 de couve. Faulkner a envie d'une nouvelle veste. Apollinaire fait la vaisselle. Conrad embarque pour la première fois. René Char arpente les collines. Mishima va au gymnase. Perros au café. Pessoa s'interroge sur la réalité de l'existence. Hemingway bougonne. À chaque fois, Christian Garcin était là. Eh bien, à vous d'y être. Je vous mets J'aime beaucoup son petit texte sur Apollinaire. Oui, 2 pages et demie. 28 juin 1913, c'était hier soir chez lui, au 202 du boulevard Saint-Germain. Apollinaire avait préparé du riz au parmesan et au safran, tandis que Marie-Laurencin installait le couvert, sous l'œil tiède et satisfait de Pipe et leur petite chatte blanche et noire. C'est tout simple, sauf que vous allez travailler vous aussi avec votre bibliothèque, ou vos peintres, ou vos musiciens. Mais on va partir. Pourquoi on va là? Pour aller leur brosser les chaussures et le bas du pantalon à ces braves gens? Non. C'est parce que si on les approche de façon concrète par la fiction, vous serez en rapport avec ce qui vous les rend à vous nécessaires, indispensables, précieux dans votre approche de l'écriture. Est-ce que pour autant on va être dans des choses extrêmement graves? Est-ce qu'on va à la messe avec Paul Claudel le jour où, derrière une colonne, il a eu la révélation? Ou bien le même Paul Claudel, est-ce que vous êtes avec lui pendant qu'il dicte à sa mère la lettre, alors que l'hospice pour les fous près de Lyon vient de leur écrire en disant que Camille Claudel est sauvée, elle est guérie, et si la famille veut bien donner l'autorisation qu'elle puisse enfin sortir et leur revenir, et que Paul Claudel dicte à sa mère la lettre qui dira non, elle est guérie, dites-vous, non. Ce qui sera important, c'est quoi? Qu'est-ce qui est bien dans le texte de Christian Garcin? Profitez-en pour aller voir, tiens, Vie de Jeremiah Reynolds, si vous y croyez, à la Terre creuse, ou pas. Enfin bon, tous les bouquins de Garcin participent d'expériences de voyage, Vladivostok, aller-retour, etc. Grande estime. Tiens, William Carlos Williams. Parce qu'il parle de Patterson, non, il parle de mouette. On va s'en tenir aux petites choses extrêmement concrètes qu'on va laisser venir flotter. On ne vous demande pas la vérité sur Franz Kafka. Yanush nous raconte, c'était comment le bureau de Franz Kafka à sa compagnie d'assurance, avec ce gros zigoto là, juste en face de lui, qui passait toutes ses journées avec lui et qui n'a jamais su probablement quel homme il avait comme collègue. Ouais, mais c'était de quelle couleur? Les portes, oui, quoi? De la fenêtre. Et puis là, c'est chez Apollinaire, un soir, on avait fait du riz au parmesan et au safran. Vous vous souvenez pas? C'est tout petit. Alors, dernière chose, avant de clore. Justement, ce livre de Christian Garcin, paru en 2015, eh bien, en 2016, dans notre premier cycle d'ateliers d'écriture, on s'en était servi. Et bon, là, le titre, c'est « Entrer dans des maisons inconnues ». Moi, ma proposition d'écriture, je vais dire, on va travailler sur, chacun d'entre nous, fabriquer une maison inconnue, avec le même goût de l'imaginaire. Mais je ne me suis surtout pas dit, on va s'occuper là de Hemingway, de Faulkner, de Conrad, de Emily Dickinson, tout ça. Non. On va se concentrer sur les maisons. Et ça a été une autre expérience. C'était mes premières expériences là, en livre en print on demand, que je suis impatient de recommencer. Cette année, j'ai laissé un peu en stand-by. On a ce livre là sur les notes sur le Covid. J'ai pas oublié ça. Mais ça a été le premier livre qu'on a fait ensemble. Et le PDF de ce livre, là, je vous le joins avec l'extrait de Gustav Janusz, l'extrait de Christian Garcin. Et allez voir. Alors vous verrez, ça n'a rien à voir, parce que là, c'est pas les maisons qui nous intéressent. C'est ces rencontres renversées par le tout petit. Mais ce livre, Entrer dans des maisons inconnues, on avait été 56 à y écrire.
Et évidemment, la question de refaire, là, comme ça, reprendre, tout simplement, c'est maintenant qu'on sait mieux le faire, ces livres, j'espère bien qu'on va en renouer avec ça. C'est justement une manière aussi de renouer. Je viens de compter sur les 56 qu'on était, en 2016, entrer dans des maisons inconnues, 10 participent de nouveau à ce cycle. Ça me pose des questions infinies sur ces voyages qu'on fait ensemble. Au revoir, je m'en vais, puis je reviens. Ou bien, tiens, je m'en occupe pas toute l'année, mais là, j'ai envie de reprendre. Ou d'autres, tiens. Et si on dédiait cette séance à notre grande amie Brigitte Sellerier? Moi, j'ai envie. Allez, ça suffit. On clôt là-dessus, mais je vous mets ce PDF justement pour que vous compreniez que la question, c'est pas entrer dans des maisons inconnues. C'est la visite au bureau de Franz Kafka. C'est cette question de la fiction, mais la fiction parce que pour vous, là, ça va être important d'aller voir ça. Tiens, Daniel Colobert, c'était avant sa mort, elle est décédée en 1978 quand elle avait 40 ans, mais en 76-77, quand moi j'allais partout écouter des lectures à Paris, à la librairie Action Poétique, on discutait facilement avec les gens. Peut-être que même je l'ai écouté lire, Daniel Colobert, là, librairie Action Poétique, rue Saint-André des Arts, et puis que je savais même pas quelle était l'œuvre, sauf ces 3 pages que j'avais entendues. Ou peut-être que j'étais avec elle, là, 3 mètres plus loin. C'est pas important, de toute façon. Même là, narrateur, narratrice, il est une fiction. Mais c'est pareil avec Coltès, c'est pareil avec Tarkos. Je peux pas les lire en faisant abstraction des moments où on a été ensemble, ou de rencontres, où Beckett croisait dans l'escalier de minuit. On s'est rien dit. Mais je pourrais ça écrire moi, si je devais. Mais là, qu'est-ce qu'il fait Christian Garcin, qui est encore plus fort? C'est qu'il y est, là, en 1874, sur le port de Marseille, avec Joseph Conrad. Qui est le narrateur que Christian Garcin construit pour accompagner Conrad et parler simplement de l'Apolline, ce gros bateau, et puis du type là, avec qui, ce Polonais, qui parle, bien sûr, qui baragouine, comme tous les marins, un petit peu de toutes les langues. Voilà, c'est ça. Je vous invite à partir là, et vous avez 2 jours. On va se régaler.